tout ça m'amène à des questions. Comment comprendre l'hypocondrie aujourd'hui? D'ailleurs, le diagnostic d'hypocondrie à l'hôpital est rare. C'est très très rare. C'est devenu très très rare. Est-ce qu'elle est différente de celle d'autrefois? Est-ce qu'elle est devenue un phénomène spécifique et relativement rare dans le cas des maladies psychosomatiques? Ou traverse-t-elle toutes ces, ou les traverse toutes ces maladies psychosomatiques, formant une toile de fond? Elle est structurelle ou non, cette hypocondrie? Une chose est claire pour moi, bien qu'elle a été dissociée de sa sœur, l'hystérie, on retrouve des mouvements hypocondriaques dans plusieurs manifestations cliniques contemporaines sous différentes dénominations, sous différentes nomenclatures, telles que troubles somatoformes, troubles fonctionnels, somatisation, fibromyalgie, etc. Il semble donc que l'hypocondrie à l'hôpital a simplement changé de visage et que les cliniciens aient peut-être perdu de vue l'origine. Je suis un peu plus qu'au milieu. L'apport de la psychanalyse. Les psychanalystes qui se sont penchés sur l'hypocondrie ont mis en lumière le rôle de l'introjection d'un objet libidino-persécuteur et sa localisation sur le corps et les organes. Freud a considéré l'hypocondrie comme la troisième névrose actuelle, à côté de la neurasthénie et de la névrose d'angoisse. Cette forme d'angoisse met en péril la sphère narcissique et se différencie donc de l'angoisse névrotique. Dans l'hypocondrie, on observe une décharge inadaptée de l'excitation sexuelle non satisfaite qui se manifeste par des symptômes physiques. L'alerte hypocondriaque témoigne donc d'une dimension persécutoire. Une fois projeté sur le corps, cet objet persécutoire pourra donc être finalement traité par un tiers, à savoir le langage et la pratique médicale. L'association avec les représentations psychiques se révèle souvent impossible. Contrairement à l'hystérie, il n'y a pas de conflit intrapsychique déplacé sur le corps. Pour Freud, l'hypocondrie doit être comprise dans le cadre de l'économie narcissique. L'hypocondriaque retire intérêt et libido du monde extérieur et concentre les deux sur l'organe qui l'occupe. Cette condition correspond à un défaut d'élaboration de la libido destiné au moi, débordé par ce repli pulsionnel que l'appareil psychique est incapable de traiter. La stase libidinale qui en découle, en accord la stase de la bile noire de Galien, s'accumule et exacerbe l'érogénéité d'un organe de manière similaire aux organes génitaux en état d'excitation. Ça explique les sensations physiques, selon Freud, ressenties par le patient. Je fais un petit saut et je passe à l'école de Paris qui m'est très chère parce que c'est au fond le fondement de la psychosomatique à l'hôpital. L'école de Paris, du point de vue psychanalytique, l'école de Paris s'intéresse davantage aux phénomènes psychosomatiques qu'à l'hypocondrie proprement dite, donc c'est l'école de Marty et Douzin. Pour le patient psychosomatique, c'est ce qui fait défaut est la capacité de symbolisation, l'accès au symbolique, son discours est pauvre en association, en affect et souvent vide. Il double la réalité. Il est opératoire, comme la pensée dont il dérive. Le sujet psychosomatique présente une nouvelle configuration structurelle, donc, qui est quand même proche de la psychose. Et pour Lacan, alors, comme le souligne Monique Liart dans un texte où il parle de Lacan et la psychosomatique, enfin, psychanalyse et psychosomatique, il traverse tout cet argument avec Lacan, comme Lacan parle de ça, mais même si Lacan n'affronte pas directement ces problématiques-là. Donc le phénomène psychosomatique pour Monique Liard, en parlant de Lacan, est transstructurel. Il se retrouve dans la névrose, la psychose et la perversion. Donc je n'aborderai pas la question de la conversion hystérique étant donné que ce séminaire traite du délire. Dans le séminaire 2, Lacan affirme que ce phénomène psychosomatique n'appartient pas au registre du névrotique, mais se situe au niveau du réel. Il n'y a pas de question de métaphore et l'interprétation signifiante ne fonctionne pas. Dans le séminaire 3, comme je l'ai dit avant, il précise qu'il y a quelque chose qui est rejeté de l'intérieur qui apparaît à l'extérieur et quelque chose de non symbolisé qui va se manifester dans le réel. Et si on se réfère à la psychose, celle-ci est caractérisée par la forclusion du nombre de paires, donc par l'absence du signifiant du nombre de paires,
c'est-à-dire par l'absence de castration possible et par la non-reconnaissance de l'autre, avec la A majuscule. La quête en ce sens de reconnaissance qui fait écho à l'impossible reconnaissance ou à la jouissance de la reconnaissance est bien présente chez les patients que je rencontre en clinique psychosomatique, qui me rappellent d'ailleurs l'attente sans fin des personnages des pièces de Beckett. Dans son deuxième enseignement sous la clinique de suppléance, séminaire 23, les symptômes, Lacan affirme qu'un psychotique peut suppléer à la forclusion du nombre de paires par un symptôme, ce quatrième nœud permettant de maintenir ensemble les trois nœuds, donc le tabouret, il est toujours de nouveau debout. Cela peut se mettre en place même tardivement, comme dans le cas de Schreber, et la condition sine qua non est que la forclusion du pair soit là. Donc, en d'autres termes, le nombre de paires est forclos, n'occupant jamais la place de l'autre, pour que l'expérience délirante se déclenche. Comme le précise Lacan à la page 533 des écrits, il faut que le sujet soit appelé en opposition symbolique. L'angoisse hypochondriaque devient alors jouissance débridée, sans loi, car la fonction de la métaphore paternelle, qui aurait de localiser la jouissance dans le corps, ne fonctionne pas. Je m'approche gentiment à la fin. Quoi faire avec tout ça? Quel traitement pour nos patients? Dans le traité de psychiatrie clinique de Lalonde, c'est un traité psychiatrique qui est très utilisé, et de ses collaborateurs, au chapitre dédié à l'hypochondrie, c'est un tout petit chapitre. Section psychothérapie, c'est marqué, il est affirmé que la psychothérapie est essentielle pour réduire l'angoisse chez l'hypochondriaque. Pronostic, habituellement pessimiste. Cela témoigne au moins d'une certaine empathie envers la dimension mélancolique à l'origine de l'hypochondrie. Mais pourquoi pas être un peu plus positif, quoi, donc. Pour Monique Liard, psychanalyste lacanienne, il faut limiter la jouissance, y mettre des obstacles et réinjecter du sens. C'est un peu très facile à dire, ce n'est pas si simple à faire. Au début de mon application dans la clinique psychosomatique, notre approche thérapeutique reposait sur des concepts comme être là, moi auxiliaire, l'holding winnicotien, la mentalisation. Cependant, ces propositions ont perdu leur attrait à mes yeux. Et je me demande si parfois elles n'entravent pas la cure. C'est vrai que les suivis sont particulièrement complexes pour les cliniciens, voire ennuyeux. Les difficultés que rencontrent rapidement les thérapeutes face à des patients peu accessibles et repliés narcissiquement finissent pour contaminer même leur curiosité. Légitimé par l'incapacité à symboliser du patient, le clinicien s'accoutume, négligeant qu'il y a aussi un obstacle dans son écoute. Grosso modo, il n'écoute plus. Un exemple parmi les autres, la notion de pensée opératoire. Elle peut peser comme une sanction normative pétrifiant l'espace thérapeutique tel que le regard de Méduse, entourant toute perspective d'issue. Le problème ne réside pas tant dans la remise en question du fondement de ces théories, mais dans leur utilisation, dans leur usage, pour éviter qu'elles ne deviennent pas des obstacles, effectivement. Et pour reprendre le mythe de Méduse, Persée, afin de ne pas finir dans la liste de ses prédécesseurs, affronte la Gorgone différemment, ce qui lui permet de la regarder sans être directement figé. Il utilise donc un regard indirect, divergent et créatif, à l'instar de la psychanalyse. Oui, quand la psychanalyse ne se défend pas derrière des postures rigides, je dirais. Surtout en reprenant le mythe, Persée se sert d'un média. Alors pourquoi pas réinjecter du média? C'est ce qui est à la base de la cure, quoi. La parole, par exemple, mais pas que la parole. Quelques réflexions. D'abord, une citation de la Bible. L'épisode de Saül et David. Le roi Saül, il est affligé par la mélancolie, ou c'est ce qu'on pourrait qualifier comme un délire hypochondriaque, parce que certains traduisent par douleur et mélancolie. Donc, il est mélancolique, un mauvais esprit l'envahit, et à son chevet, il arrive David, celui de Goliath, celui qui a tué Goliath. Et par contre, à Saül, Goliath, il joue la harpe. Et grâce à la musique, le mauvais esprit quitte Saül, qui se retrouve de nouveau dans le calme, et qui récupère tous ses esprits. En évoquant des regards divergents et des médias,
l'un des traitements actuels en vogue par les troubles douloureux chroniques et la dépression majeure, et donc par extension l'hypocondrie, telle que j'ai décrite, est celui des psychédéliques. Je ne suis pas un fervent partisan de ces traitements, ni du succès qui leur est attribué, mais je me demande s'il y a quelque chose à comprendre à ces sujets-là du point de vue de la psychanalyse. Le terme psychédélique dérive des racines grecques psyché, âme et délos, clair, désigne une substance psychoactive dont l'effet serait de rendre clair, manifeste le contenu de la conscience. Ce terme est souvent considéré comme synonyme d'hallucinogène, bien que les hallucinations ne représentent qu'une partie de la complexité de l'expérience psychédélique. Les substances les plus connues, que ce soit naturelles ou synthétiques, sont le LSD, la mescaline, la psilocybine, qui est présente dans des champignons hallucinogènes, et aussi la kétamine, qu'on utilise souvent. Aujourd'hui, cet intérêt scientifique, mais aussi littéraire et anthropologique, est désigné sous le terme de renaissance psychédélique. Il y a énormément de publications sur ça. Facchinelli, qui est un des psychanalystes freudiens, mais aussi lacanien, italien, que plus j'adore, s'est interrogé à un moment à la fin de sa carrière, il est mort prématurément, sur les limites de la psychanalyse et sur un possible renversement de perspective. Il était très proche de Lacan. Et Lacan lui proposa en 74 de prendre la direction de la Société italienne de psychanalyse, mais Facchinelli refusera parce qu'il dit « je n'ai pas envie de... Pourquoi on fait une école ?» Et donc il ne participe pas. Il adore Lacan, il est très proche de Lacan, mais il ne deviendra jamais lacanien. En 1986, sur la côte ligure, il est au bord de la mer, il observe l'horizon dans un état de torpeur mêlé de repos, de paix, de otium. Otium, qui pour les romans, ce n'est pas la paresse. L'otium, c'est une jouissance très positive. C'est la quiesce, le calme, la tranquillité, la paix. À ce moment, il a une intuition, dans ce moment de paix au bord de la mer. Et il commence à s'interroger sur la genèse de l'intuition, la percevant comme un processus de coagulation, une sorte de fusion de signaux, notes, d'idées qui proviennent de l'extérieur. D'ailleurs, cette intuition n'est rien d'autre qu'une organisation de la pensée, une apparition du matériel organisé à partir de fragments, comme il le dit dans son texte. Elle provient de quelque chose d'extime, venant de quelque chose d'extime, donc d'intime, mais venant de l'extérieur, et qui, de manière perturbatrice, est accueilli. En d'autres termes, il décrit un processus de synthèse de la pensée, une expérience d'ordonnancement, qui assemble les différentes pièces et surtout qui inonde le sujet de joie. Une expérience, en d'autres termes, d'extase. Alors, Facchinelli, dans cette pièce qui s'appelle La mente statica, l'esprit statique, il parle de l'extase. Et, bon, Facchinelli, c'est un lecteur attentif de Freud. C'est celui qui a introduit tout l'ouvrage de Freud pour la Bollati Borghieri. Il critique la psychanalyse pour avoir négligé cette expérience d'extase, la confinant à des expériences liminaires, voire mystiques, tout en se préoccupant principalement de la nécessité de se défendre ou de préserver un moi individualisé et bien différencié. L'idée est que l'être humain doit se défendre depuis la naissance contre un danger intérieur. Et pour se défendre, il est préférable de posséder des armes ou des défenses adéquates. Sinon, c'est le désastre. Pour Facchinelli, il existe un au-delà de la défense qui effraie, qui fait peur à Freud. Il cite alors l'expérience de Freud sur l'Acropole, qui visita à l'âge de 48 ans. Sur l'Acropole, Freud éprouve un sentiment de joie mêlé à stupéfaction, à stupeur, à incrédulité, et il érigera rapidement des barrières contre ces sentiments de joie excessive et de déréalisation, ce qui le conduit à un échange épistolaire très intéressant avec Romain Rolland, écrivain et musicologue français. Freud dira qu'il n'arrive pas à reconnaître chez lui un sentiment océanique et que la mystique est quelque chose qui est interdit pour lui, comme la musique. Qu'est-ce que c'est l'extase alors? C'est un état d'esprit, une expérience d'acceptation et de joie excessive, à ne pas confondre avec la jouissance. Profondément ancrée, cette joie excessive, cette extase, dans l'expérience humaine. Facchinelli dit que c'est une expérience humaine, et fondatrice, et créatrice. Cela implique une diminution de la vigilance. Et ici, le débat s'ouvre sur la nature de la conscience lorsqu'elle relâche sa vigilance.
notamment dans les expériences psychédéliques. Il s'agit, dit Facchinelli, d'une réduction du moi. Un point central est particulièrement intéressant dans le travail c'est un point central est particulièrement intéressant dans ce travail de Facchinelli. Mais de quel moi on parle? On parle du moi vigilant, du moi du contrôle, du moi de la conscience attentive. L'extase, cette réduction de moi, induit un élargissement de la conscience, une altération qui favorise l'errance spontanée de la pensée. En d'autres termes, cela évoque une expérience psychédélique. Pour illustrer tout ça, pensez à une écoute musicale, quand vous écoutez de la musique. La musique peut conduire à une diminution de la vigilance, à un relâchement de défense, moins de contrôle, peut-être plus d'acceptation. Ce relâchement peut s'avérer très fécond si on revient ensuite à la parole. Il se manifeste également dans les rêves, le fantasme, l'invention, les associations. C'est dans ce sens que Facchinelli souligne qu'il faut comprendre l'intuition de Freud, de traduire le dépassement de la conscience alertée à travers le rêve, un phénomène qui partage plusieurs points communs avec le voyage statique dans le traitement de la névrose. Et là, nous sommes face à une autre connexion très intrigante. Ah, mais bon, ça, je peux l'épargner. Concrètement, dans l'extaticon, cette réduction de moi individualisé, cette diminution de la conscience vigilante, a longuement été réduite à des expériences limites comme celles induites par l'usage des drogues ou dans le cas du mysticisme. Le mouvement de vide, de retour à la case zéro et de détachement qui constitue l'expérience mystique, cette chute, cette dissolution vers le néant, est une expérience commune à l'art, à la littérature, à la musique. C'est une expérience humaine qui se trouve à la base du processus créatif. Effet co-vide générateur d'Heidegger, au vase d'Heidegger. Elle réside en nous, dit Facchinelli, au-delà de moi, au-delà des défenses. Que ce soit Dieu, l'art, la science ou das Ding, cette connexion est essentielle. Et comme le souligne Denis Gaitas, un autre psychanalyste italien, la musique fait du bien, non seulement parce qu'elle s'adapte aux décharges naturelles du corps rythmique ou chantant, mais précisément parce qu'elle s'affranchit de la médiation du langage. Elle est proche de la chose comme concept lacanien ou freudien, et pour un instant console de son insaisissable caractère, car en musique, la chose, la vie, le sens semblent immédiatement présents. Je termine cet exposé avec un extrait de Italo Calvino, que c'est un écrivain que j'adore, tiré de Les città invisibili, les villes invisibles. Et Calvino imagine un dialogue entre un mélancolique, c'est-à-dire l'empereur Kublai Khan, et le voyageur Marco Polo, qui c'est presque comme un psy. L'empereur dit « Tout ne sert à rien, tout est inutile. Si la dernière escale ne peut être que la ville infernale, c'est là, tout en bas, que dans une spirale toujours plus serrée, le courant nous aspire. » Alors Marco Polo répond aux considérations désespérées du grand Khan et dit « L'enfer des vivants n'est pas ce qui sera. S'il y en a un, et c'est lui qui est déjà là, l'enfer dans lequel nous vivons chaque jour, que nous formons ensemble. Il existe deux manières d'éviter de souffrir. La première est facile pour beaucoup, accepter l'enfer et en faire partie au point de plus le voir. La seconde est risquée et nécessite d'une attention et un apprentissage continu. C'est-à-dire chercher et savoir au milieu de l'enfer ce qui n'est pas l'enfer, le faire durer et lui donner un espace. Donc l'empire est malade et c'est ce qui est le pire, c'est d'essayer de s'habituer à ces blessures. Le but de mes explorations, dit Marco Polo, est le suivant. En scrutant les traces de bonheur encore entre vous, j'en mesure leur manque. Si vous voulez savoir à quel point il y a de l'obscurité autour de vous, vous devez aiguiser vos regards sur les faibles lumières au loin. Donc, en écoute en direct, je dis, qui scrute ces zones encore libres, dont on ne peut pas que mesurer la pénurie. Merci de votre attention. Merci Carlo, aussi pour toutes ces références à la littérature
c'est vrai que l'hypochondriaque, c'est un personnage comme ça, élu pour, je ne sais pas pourquoi pour les comédies, parce qu'il y a quelque chose de tragicomique, n'est-ce pas, dans l'hypochondriaque. Pas seulement le malade imaginaire qui est une description clinique absolument extraordinaire, mais il y a aussi un film ça m'a fait penser d'Alain Resnais, On connaît la chanson, où il y a la description d'un hypochondriaque à travers une chanson qui semble assez connue et qui répète cette chanson comme ça tout le long du film. Alors, Anne Edan, je ne sais pas si Antoine Jacou veut dire... Enfin, j'ai noté pas mal de choses, mais enfin, des références que je ne connaissais pas. Non, il y a une chose dans ce que vous avez dit, c'est la question de, au fond, quelle analyse de la crainte qui semble croissante de la fin du monde, de l'anxiété, au fond, quelle lecture plus philosophique ou plus psychanalytique, plus critique on peut faire de la question du déluge et du déluge à venir, quoi, au fond, sans tomber peut-être dans ce qu'on appelle le climato-scepticisme. Mais c'est un grand débat, au fond, oui. Quelle dinde être, quoi, peut-être, au fond. C'est la question, oui. Tant qu'on a à manger et que la température est constante, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je suis en train de préparer un film autour de la question de l'éco-anxiété et l'éco-anxiété chez les enfants. Donc les diverses contributions m'intéressent. Donc du coup, j'ai noté ce que vous avez dit. Voilà. Mais je n'ai pas d'autres réactions à ce point. Mais là, je trouve qu'on est dans un sujet assez sensible, qui a de vraies conséquences politiques, éthiques. Voilà, oui. J'ai bien aimé cette image de la dinde inductiviste. Oui, en tout cas, c'est toute la difficulté de trancher entre l'imaginaire et le réel qui change avec le temps, comme c'était le cas aussi du déluge qui a été réel, qui devient imaginaire, mais il y a d'autres choses qui deviennent réelles. Oui, et qui a probablement une sorte d'amour de la fin du monde. Il y a une passion, il y a une véritable passion. Voilà. Ancien, mais, oui. Voilà, bien sûr, très ancienne, mais jusqu'où que peut-elle aller, quoi, dans cette émission que j'entendais aujourd'hui, il disait que la fin du monde, c'est vieille comme le monde et qu'on n'arrête pas d'en finir avec le monde. Oui. Après, on peut distinguer ce qui relève de l'espèce humaine et ce qui relève du monde. C'est ça, exactement. Parce que la Terre n'a pas besoin de nous. L'humain, il se confond avec le monde ou avec la Terre. Et il dit, avec la planète, sauver la planète, ça veut dire sauver l'humain. Oui, c'est ça, en effet. Cette fusion est importante quand même, oui. Voilà.